Donc c'est bon, donc l'écran il est affiché pour tout le monde. Oui, monsieur. Ok, donc on commence. Oui, monsieur. D'accord. Alors, donc c'est la dernière partie donc de ce chapitre. Donc ça veut dire on va étudier les différentes microstructures donc qu'on trouve gravées ou bien empruntées donc sur les miroirs de faille. Et on a dit que ces microstructures on va les diviser donc en deux types. Un type avec lequel on détermine la direction de mouvement ou bien de déplacement et un type avec lequel donc on détermine le sens du mouvement. Alors, donc les miroirs de faille sont souvent porteurs d'inscriptions. Donc, les tictoglyphes sont les empreintes de friction laissées par le déplacement des compartiments l'un par rapport à l'autre. Mouvement de la faille, ils permettent souvent de déterminer la direction et ou le sens du déplacement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, ça veut dire que la friction ou bien le frottement entre les deux blocs d'une faille, parce que le frottement ou bien la friction, se déroule avec une forte énergie. Donc, il laisse des empreintes ou bien des traces, donc gravées ou bien empruntées, donc sur le miroir de faille ou bien les miroirs de faille. Et bien sûr, donc ces microstructures qui restent gravées, donc s'appellent tictoglyphes. Donc, ils permettent, ces technoglyphes ou bien ces microstructures, donc permettent donc soit de déterminer le sens du mouvement ou bien la direction du mouvement. Donc, c'est pour cela on a dit on va les diviser donc en deux types. Donc, un type avec lequel on détermine le mouvement, le sens du mouvement, et un type avec lequel on détermine donc la direction du mouvement. Alors, donc parmi ces tictoglyphes, donc on commence par des stries de friction. Alors, donc on va définir tout d'abord les stries de friction et ensuite on va déterminer donc l'utilité et qu'est-ce qu'on détermine avec les stries de friction. Est-ce qu'on détermine la direction ou bien le mouvement? Alors, des traits de friction gravés dans la roche, même, ou dessinés par l'enduit de cristallisation calcite au quartz, développés à l'abri, dans les vides créés par le jeu de la faille, la présence des stries est formée par le déplacement d'un objet dur, élément striateur, creusant des rayures traces d'empreintes dans la roche. Donc, leur direction indique celle des mouvements. Donc, on peut parfois les utiliser pour déterminer le sens des déplacements. Alors, donc, les traits de friction, donc on a dit que donc ce sont voilà, donc il y a toujours des perturbations. Bon, c'est pas grave. Alors, donc on a dit que les traits de friction donc sont gravés dans la roche ou bien dessinés par l'enduit de cristallisation. Donc ça veut dire, donc à partir de cette phrase, donc on peut sortir donc deux types de stries. Des stries de friction qui sont gravés dans la roche. Donc ça veut dire que un élément striateur, donc par le frottement d'un bloc par rapport à l'autre, donc un élément striateur, donc ça veut dire que c'est un élément qui est dur. Donc ça veut dire un morceau de caillou qui est dur. Et donc quand un bloc frotte l'autre, donc il va laisser donc des traces. Des traces se forment donc des lignes donc sur le miroir de faille. Donc ça veut dire que ces lignes, ils sont gravés donc sur la roche même. Ou bien parfois, donc quand par exemple les blocs se déplacent, par exemple dans le cas d'une faille normale, donc il y a donc un allongement, donc ça veut dire que cet allongement il va créer des vides
et ce vide, donc, il est rempli par des minéraux de cristallisation. Et donc, il donne donc des stries. Donc, ça veut dire, on dit que ces stries donc, sont des stries de cristallisation. Parce que l'autre strie, par exemple, les stries qui sont gravées par un élément striateur, on peut l'appeler donc des stries de friction. Et les stries qui ont formé par la cristallisation donc des minéraux donc souvent le quartz et la calcite, donc on les appelle donc des stries de cristallisation. Donc ça veut dire donc il y a donc deux types. Donc un type de stries de cristallisation, donc ça veut dire qu'ils sont créés seulement par un élément striateur, donc ça veut dire un élément dur, donc un morceau de caillou, donc qui frotte le bloc donc par le déplacement donc de la faille, il laisse donc des rayures, donc ces rayures se forment des lignes ce qu'on appelle donc des frais de friction, ou bien un élément striateur, ou bien donc le déplacement entre les deux blocs, il laisse donc des vides, et donc ces vides, ils sont remplis par des minéraux de cristallisation, donc souvent le quartz et les calcites. Donc c'est pour cela, donc souvent on observe des stries qui sont blanches, donc de couleur blanc. Donc ça veut dire que ce sont des stries de cristallisation. Donc ça veut dire qu'elles sont c'est un vide qui est rempli par les minéraux de cristallisation comme la calcite et le quartz. Donc voilà donc ces deux types de stries donc on détermine seulement donc la direction des mouvements avec les stries de friction et les stries de cristallisation. Donc ça veut dire on détermine que la direction des mouvements. Mais il y a un troisième type de stries qui sont des stries en creux. Donc, c'est le schéma qui est à droite. Donc, le schéma à droite, les stries en creux, donc, donc, on regarde qu'il y a un strie, mais à l'extrémité, donc, il y a un objet dur, ou bien ce qu'on appelle un élément de traçage. Donc, ce forme circulaire, donc, cet élément dur, donc, qui indique le sens de mouvement. Donc, par exemple, donc il faut prendre donc deux feuilles. Il faut prendre donc un caillou qui est circulaire. Il faut les mouiller avec de l'eau. Et après, vous prenez donc deux feuilles et faire les déplacements. Donc, soit des bas donc vers le haut ou bien des hauts vers le bas. Donc, ensuite, dessiner donc les traces qui vont rester donc sur, par exemple, la feuille qui est en bas. Vous trouvez que il y a donc une ligne, donc ça veut dire une ligne donc qui laisse tracer par l'eau donc que vous avez donc mouillé donc le caillou ou bien le petit truc et ensuite vous trouvez donc le caillou donc à l'extrémité. Donc ça veut dire que donc, l'objet dur, donc, qui est coloré en noir, se forme circulaire, qui détermine donc le sens de mouvement. Quand je dis le sens de mouvement, donc ça veut dire le bloc manquant. Parce que quand il y a un déplacement entre deux blocs, le bloc qui se déplace, donc ça y est, il n'existe plus. Donc, on ne voit pas sur le terrain. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur le terrain? On voit que le bloc qui reste en place. Donc, ça veut dire le bloc où il y a donc le miroir de la faille. Mais le bloc qui a déplacé, donc ça y est, donc on ne le voit plus. Donc c'est pour cela on l'appelle le bloc manquant. Et le bloc manquant, par exemple, donc soit il se déplace du haut vers le bas, donc ça veut dire que c'est le cas d'une faille normale, ou bien le bloc manquant se déplace des bas vers le haut. Donc ça veut dire il s'agit donc d'une faille inverse, ou bien donc il se déplace horizontalement, donc soit vers la droite ou bien vers la gauche. Par exemple, moi donc le schéma qui est à droite, j'ai tracé le bloc manquant en pointillé. Donc le bloc qui est représenté par des pointillés donc indique le bloc manquant. Et tant que l'objet dur donc qui se trouve donc sur les stries, donc il est vers le haut. Donc ça veut dire que automatiquement moi j'observe que l'objet dur donc il est en haut, donc dans la strie. Donc je vais déduire que le bloc manquant se déplace
des bas vers le haut. Et donc, si le bloc manquant se déplace des bas vers le haut, donc ça veut dire que le toit monte par rapport au mur, donc je vais déduire que il s'agit donc d'une faille inverse. Donc ça veut dire ce type de strie, donc on peut déterminer donc le sens du mouvement. Donc ça veut dire il y a trois types de stries. Donc il y a des stries de friction, donc qui sont gravées par le mouvement d'un bloc par rapport à l'autre. Il y a des stries de cristallisation qui sont formées par les enduits de cristallisation, soit de calcite ou bien de quartz. Donc, avec ces deux types de stries, on détermine la direction des mouvements. Et il y a des stries, une strie en creux. Donc, strie en creux, donc ça veut dire que c'est une strie où on trouve à son extrémité, donc, un objet dur ou bien ce qu'on appelle un élément de traçage. Donc, l'élément de traçage, donc ça veut dire que c'est l'élément qui creuse ou bien qui trace donc la strie donc sur le miroir de faille. Et donc, cet élément de traçage qui est le clé donc pour déterminer donc le sens de mouvement. Donc, ça veut dire le bloc manquant. Est-ce qu'il est déplacé donc des hauts vers le bas, ou bien des bas vers des bas vers le haut, ou bien vers la droite, ou bien vers la gauche. Donc, ça veut dire, voilà, donc, il y a donc trois types de stries. Donc, les stries de friction et les stries de cristallisation, donc, avec lesquelles on détermine la direction du mouvement. Donc, ça veut dire, quand je dis la direction du mouvement, que est-ce que le mouvement s'effectue dans un plan incliné, ou bien un plan vertical, ou bien un plan horizontal. Et bien sûr, donc il y a le troisième type, donc c'est les stries en creux avec lesquelles on détermine le sens des mouvements, donc des failles. Donc ensuite, donc on va regarder donc un deuxième type donc de pictoglyphes. Donc ce sont les cannelures. Alors les cannelures, ce sont des traces de traînage d'objets. Donc c'est la même chose. Donc un objet dur ou bien un élément striateur qui trace donc les cannelures donc sur les miroirs de faille qui ont une forme de ride symétrique. Leur taille est variable donc à différentes échelles, centimètres à plus grande longueur d'onde. Donc il indique la direction du mouvement. Donc ça veut dire que les cannelures, donc toujours donc c'est un élément striature donc qui trace donc les cannelures donc sur les miroirs de faille. Et les cannelures donc se forment des rides. Des rides, donc ça veut dire que ce sont des vides, mais qui sont symétriques. Donc qui sont symétriques. Donc ça veut dire que ce sont des cavités, donc si vous voulez, donc ce sont des cavités donc sur les miroirs de faille. Et donc ces cavités, donc avec ces cavités, donc on détermine la direction des mouvements. Donc ça veut dire on avait donc les stries de friction et les stries de cristallisation et les cannelures. Donc, ce sont trois pictoglyphes avec lesquels on détermine donc la direction des mouvements. Ensuite, maintenant, le troisième pictoglyphe, donc ce sont les gradins d'arrachement. Alors, donc les gradins d'arrachement, donc se disposent plus ou moins imbriqués, forme d'escalier avec un rebord abrupт des côtés aval. Donc ces gradats sont souvent constitués de calcite cristallisé et strié. Alors, donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc ça veut dire que les gradins d'arrachement, donc c'est un pictoglyphe aussi, donc qui reste gravé donc sur les miroirs de faille. Donc il se forme des escaliers, donc quand on se forme des escaliers, donc les gradins d'arrachement, ou bien se forment des gradins donc qu'on trouve donc sur les terrains de foot. Alors donc ces gradins d'arrachement, donc ils ont un rebord abrupt du côté aval. Donc ça veut dire ils ont un côté amont et un côté aval. Donc le côté aval, il a un rebord abrupt, donc ça veut dire que
ils ont donc le côté aval, il a un pendage vertical. Par contre, donc le côté amont, donc le pendage, il est presque zéro. Donc ça veut dire il est horizontal. Donc imaginez donc les escaliers. Donc les escaliers, donc ça veut dire il y a une partie où le pendage il est presque nul, donc ça veut dire c'est le côté amont. Il y a une partie où le pendage il est vertical. Donc, ça veut dire, donc, si on arrive à déterminer donc l'amont et l'aval, donc toujours le mouvement s'effectue donc de l'amont vers l'aval, et donc comme ça, on détermine donc facilement donc le bloc manquant. Regardez par exemple sur le schéma qui est à droite. Donc il y a donc deux schémas, un schéma qui est en haut et un schéma qui est en bas. Donc, ça veut dire que le schéma qui est en haut, donc il y a des gradins d'arrachement qui sont colorés en jaune. Et ensuite, on voit qu'il y a donc le premier gradin. Ensuite, il y a un déplacement. Deuxième gradin. Déplacement. Troisième gradin. Donc, ça veut dire que et l'amont, donc c'est l'amont donc des gradins, donc c'est la partie qui est en haut et l'aval, donc c'est la partie qui est en bas. Donc pourquoi? Parce qu'on voit que le pendage des parties qui est en bas, il est supérieur au pendage qui est à la partie qui est en haut. Donc c'est pour cela le déplacement donc s'effectue donc de haut vers le bas. Donc ça veut dire que le bloc manquant, donc je l'ai tracé donc en pointillé, donc s'il se déplace donc du haut vers le bas. Donc s'il se déplace du haut vers le bas, donc ça veut dire que le toit descend par rapport le mur. Donc ça veut dire que voilà, il s'agit donc d'une faille normale. Je sais pas. Donc, voilà. Donc, je dis rien. Et en bas, donc le schéma qui est en bas, donc c'est un agrandissement ou bien le détail d'un gradin. Donc, comme si vous observez bien, donc il y a les gradins, j'ai mis les flèches sur les gradins, et après, donc les traits ou bien les lignes, donc ce sont les fibres. Donc, ce sont les fibres de calcite ou bien des stries. Mais je vois qu'il y a un premier gradin et ensuite, un petit peu en bas, il y a le deuxième, un petit peu en bas, il y a le troisième. Donc, ça veut dire automatiquement, donc je vois que le bloc manquant se déplace du haut vers le bas. Si je trouve, par exemple, un premier gradin et ensuite le deuxième gradin, il est vers le haut. Donc, ce n'est pas, il est en bas. Donc, s'il est en haut, et le troisième gradin, ça sera un petit peu en haut. Donc, dans ce cas-là, je veux dire que le bloc manquant se déplace des bas vers le haut. Donc, ça veut dire, dans ce cas-là, donc, il s'agit d'une faille inverse. Mais, tant que notre schéma donc montre que le premier gradin, ensuite, un petit peu en bas, il y a le deuxième, un petit peu encore en bas, il y a le troisième. Donc, ça veut dire que ça montre que le bloc manquant se déplace donc des hauts donc vers le bas. Donc, ça veut dire que s'il se déplace des hauts vers le bas, donc on dit que le bloc manquant donc, se déplace donc des hauts vers le bas. Donc, ça veut dire qu'il s'agit d'une faille normale. Et bien sûr, donc sur la photographie qui ça c'est سي بون ما عرفتش ما كنبغيش نهضر وكتهضروني بالزز حتى واحد جاي ليا حتى هذاك ما عرفتش ça y est maintenant je n'accepte personne mais ce n'est pas une concentration هذه ما كنصبروا حتى انايا وكاع ما كنبغوش نهضروا وكتهضرونا واخا نكونوا زنازل c'est le manque de respect tout simplement. Bon, donc je continue. Donc, on a dit que donc, sur la photographie qui est à gauche, donc, il montre un miroir de faille. Donc, déjà, donc, la photographie montre donc, un miroir de faille. Donc, qu'est-ce qu'on observe donc, sur le miroir de faille? Donc, on observe donc, il y a des traits donc, de cristallisation, des traits de friction plutôt. Donc, ce n'est pas de cristallisation parce que donc, on ne voit pas que
les stries ils sont remplis donc des quartz ou bien de la calcite. Donc, ce sont des stries de friction. Donc, ce sont forme des lignes. Donc, c'est des lignes parallèles avec le stylo. Donc, il y a des lignes qui sont parallèles avec le stylo. Donc, ça, ce sont des stries de friction. Donc, bien sûr, les stries de friction, on a dit qu'ils déterminent la direction de la faille. Donc, ça veut dire que la direction de la faille donc, s'effectue dans un plan qui est oblique. Donc, ça veut dire, dans ce cas-là, donc, il s'agit soit d'une faille normale ou bien d'une faille inverse. Et on observe aussi qu'il y a des stries, des gradins d'arrachement. Donc, des gradins d'arrachement. Et les gradins d'arrachement, donc, si vous regardez bien, vous observez qu'il y a donc des étages des gradins d'arrachement. Donc, il y a un groupe d'un premier gradin et ensuite je déplace un petit peu en bas, je vais trouver donc un deuxième groupe, un petit peu en bas un troisième, un petit peu en bas donc un quatrième groupe. Et donc toujours les gradins d'arrachement, ils ont donc la côté amont, donc c'est le côté qui est en haut, donc ça veut dire le pendage il est presque nul, mais en bas, donc il y a un pendage qui est de 90. Donc ça veut dire que le déplacement, donc on a dit que si on arrive à déterminer donc la partie ou bien le côté amont et côté aval, le déplacement toujours des côté amont vers côté aval. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, le déplacement il est du haut donc vers le bas. Et donc si le déplacement il est de haut vers le bas, donc ça veut dire que le bloc manquant donc se déplace du haut donc vers le bas. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, donc la faille, il s'agit donc d'une faille normale. Donc, ça veut dire que le miroir qu'on observe donc sur la photographie, donc c'est un miroir d'une faille normale. Donc pourquoi? Parce que à partir donc de l'observation des gradins d'arrachement, le bloc manquant se déplace donc du haut donc vers le bas. Donc il s'agit bien donc d'une faille normale. Donc ensuite il y a les fibres de calcite. Donc maintenant donc on a regardé que les stries. Donc les stries on a dit que il y a les stries de friction et les stries de cristallisation et les cannulures. Donc, ce sont des tectoglyphes avec lesquels on détermine la direction du mouvement. Et on a vu les stries en creux et les gradins d'arrachement. Donc, sont des tectoglyphes avec lesquels on détermine le sens du mouvement. Donc, ensuite, il y a les fibres de calcite. Alors, donc, toujours au niveau des plans de faille, ou bien miroir de faille, la présence des fibres de calcite terminées par des cristaux automorphes permet d'indiquer le sens des mouvements relatifs des deux compartiments. Ça veut dire que les fibres de calcite, ce sont aussi des tectoglyphes avec lesquels on détermine le sens des mouvements. Alors, donc les cristaux ou bien les fibres de calcite, ils ont donc une caractéristique aussi donc, qui nous permet de déterminer donc, le sens de mouvement, que donc, ils terminent avec des cristaux automorphes. Des cristaux automorphes, donc ça veut dire que ce sont des cristaux qui ont une forme bien définie. Donc ça veut dire que des cristaux qui ont n'ont pas subi une déformation. Donc ça veut dire des cristaux, donc ça veut dire c'est la dernière partie qui a cristallisé donc tranquillement sans déformation. Donc ça veut dire que c'est le côté aval, c'est le côté aval, sur le côté aval où on trouve donc des cristaux automorphes. Par contre, sur le côté amont, donc on trouve une cristallisation fibreuse. Donc ça veut dire que les minéraux ils sont sous forme des fibres. Donc ces fibres, donc ça veut dire les fibres donc se forment des stries. Et donc toujours, on a dit que toujours le mouvement il est du côté amont vers le côté aval.
Donc voilà, donc sur le schéma qui est à gauche, donc il y a deux cas, donc des fibres de calcite, et il y a donc l'agrandissement donc à droite. Donc, on commence par 1. Donc le cas 1, donc l'agrandissement donc de l'observation in. Donc voilà, donc on voit que donc il y a des fibres de calcite, mais il y a des fibres de calcite à un côté où la cristallisation, donc il est fibreuse, donc ça veut dire que le minéraux se forme des fibres, donc ça veut dire que c'est la côté droite, et la côté gauche, donc on voit qu'il y a la cristallisation des minéraux donc automorphes, donc ça veut dire qu'il y a une cristallisation automorphe donc des minéraux, donc ça veut dire que les minéraux ils ont une forme bien définie. Et donc, ça veut dire que le côté où la cristallisation est fibreuse, donc c'est le côté amont, et le côté où la cristallisation est automorphe, donc des minéraux, donc c'est le côté aval. Et on a dit que le mouvement, il est toujours donc de l'amont vers l'aval. Donc, ça veut dire que le bloc manquant se déplace donc vers la gauche. Donc, le bloc manquant se déplace vers la gauche et le bloc qui est en place, donc se déplace vers la droite. Et en plus, qu'est-ce qu'on observe? On observe que la cristallisation fibreuse des minéraux, donc ce sont des stries. Donc les lignes, donc ce sont des stries. Et les stries, ils sont comment? Les stries, ils sont horizontales. Donc les stries, ils sont horizontales. Et on a dit que les stries, ils déterminent donc la direction du mouvement donc ça veut dire que la direction du mouvement s'effectue dans un plan qui est horizontal. Donc, déjà, le mouvement s'effectue dans un plan horizontal, donc ça veut dire qu'il s'agit d'un décrochement, donc soit il est dextre ou bien sénestre, et en plus, donc si je détermine le pitch, donc les stries ils sont horizontales, que ça veut dire que le pitch il est égal à 0, donc ça confirme qu'il s'agit donc soit d'un décrochement dextre ou bien sénestre, et il y a les cristaux automorphes, donc ça veut dire que le bloc manquant se déplace donc vers la gauche, ça veut dire vers où il y a donc les cristaux automorphes, donc ça veut dire l'aval. Donc ça veut dire de l'amont vers l'aval, donc se déplace vers la gauche, et donc s'il déplace vers la gauche, donc il s'agit bien donc d'un décrochement qui est sénestre. Donc d'un décrochement qui est sénestre. Donc pour 2, donc ça veut dire la figure ou bien le schéma qui est à droite en bas. Donc toujours il y a des cristaux automorphes et il y a une cristallisation fibreuse donc de la calcite. Donc la cristallisation fibreuse, donc c'est, on a dit que donc il s'agit donc des stries et donc c'est le côté amont. Et la partie ou bien le côté où il y a des cristallisations automorphes, donc des cristaux de calcite, donc c'est le côté aval. Et on a dit que toujours le mouvement s'effectue des côtés aval vers le côté amont. Alors, donc dans ce cas-là, donc le bloc manquant donc se déplace donc des hauts vers le bas. Donc ça veut dire vers où il y a les cristaux automorphes. Donc ça veut dire des hauts vers le bas. Et c'est le déplacement ou bien le bloc manquant se déplace donc des hauts vers le bas. Donc dans ce cas-là, il s'agit donc d'une faille normale. Mais, par exemple, donc, si on mesure donc, le pitch, donc, ça veut dire l'angle qui fait inscrit avec l'horizontale, donc je vais trouver que l'angle, donc, il est entre 60 et 80 degrés. Donc, il faut faire toujours attention donc, au pitch. Donc, ça veut dire à la mesure de la strip par rapport à l'horizontale. Donc, je vais trouver une valeur entre 60 et 80. Donc, dans ce cas-là, donc, j'ai une combinaison donc, de deux accidents. Donc, ça veut dire que la faille, il est déjà normal. Pourquoi? Parce que le bloc manquant se déplace des hauts donc vers le bas.
Donc, c'est la composante majeure. Donc, il s'agit d'une faille normale. Et la composante mineure, donc, c'est de savoir est-ce que, en fonction du jeu, est-ce que la faille, il est dextre ou bien sinistre. Et donc, à partir des jeux de la faille, donc le bloc manquant se déplace vers le bas. Donc, ça veut dire que le flèche des côtés des blocs manquants, donc il est vers le bas, et le bloc qui est en place, donc vers le haut. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, donc il s'agit donc d'une faille normale qui est dextre. Donc, à partir donc du jeu. Donc, les jeux, il est représenté par les deux flèches. Donc, une flèche donc qui montre le jeu donc des blocs manquants. Donc, ça veut dire le bloc manquant se déplace des, des hauts vers le bas et une flèche, donc des blocs qui est en place, donc ça veut dire des bas vers le haut. Donc ça veut dire dans ce cas-là, il s'agit d'une faille normale qui est sénestre plutôt, ce n'est pas dextre. Donc il s'agit d'une faille normale sénestre parce que le jeu subit une rotation vers la gauche. Donc voilà, donc avec les tictoglyphes de fibres de calcite, donc on détermine le sens de mouvement. Et on se base donc sur la forme géométrique donc des fibres de calcite. Donc ça veut dire le côté amont où la cristallisation il est fibreuse, donc ça veut dire c'est le côté amont, et le côté aval, donc la cristallisation il est automorphe. Et donc, toujours, le mouvement, il est de l'amont vers l'aval. Et comme ça, je termine donc le mouvement de la faille facilement. Donc, ça veut dire on détermine le bloc manquant. Donc, ensuite, il y a un autre tictoglyphe. Donc, ce sont les fibres de calcite et stylolite associées. Alors, fibres de calcite et stylolite sont associés sur une même surface de la même faille. Fibres de calcite et stylolite se faisant face sur une surface gauche d'un glissement scénaire sur un plan horizontal. Par exemple, là, donc, c'est un plan donc de faille. Donc, ça veut dire que c'est un décrochement parce que on voit que les stries des fibres de calcite donc, sont horizontales et il y a donc les fibres de calcite. Les fibres de calcite, on a dit que les fibres de calcite, ils ont donc deux formes géométriques. Donc ça veut dire dans les stylolytes, on trouve donc ce qu'on appelle les pics stylolytiques. Donc, les pics stylolytiques, donc, ce sont les enregistrements les plus hauts. Donc les ROS ديالهم هما اللي كنسموهم les pics stylolytiques. Ou le vide كنسموه les creux. Un creux. Donc, ça veut dire on trouve des creux et des pics dans les joints stylolytiques. Alors, donc, la première des choses, donc, dans ce cas-là, donc, on voit que les joints stylolytiques, ils indiquent la direction du mouvement. Donc, ça veut dire que les stylolytes, ils sont donc alignés donc horizontalement. Donc, ça veut dire que le mouvement s'effectue dans un plan horizontal. Donc, ça veut dire qu'il s'agit donc soit d'un décrochement sénestre ou bien dextre. Et les fibres de calcite, donc se forment d'istries, donc ne permettent donc de déterminer le sens de mouvement. Donc, si vous regardez bien, donc il y a un ensemble donc des fibres de calcite, mais donc il y a un décalage entre donc ces fibres de calcite. Regardez donc le premier fibre. Donc la première fibre. Donc ensuite elle est cristallisée et après elle est s'arrêtée. Ensuite il vient la deuxième fibre. Donc il cristallise un petit peu avancé donc par rapport à la première. La troisième, donc il est cristallisé, mais
un petit peu plus donc, par rapport à la deuxième, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que, donc, on déduit que le mouvement, il est vers la gauche. Donc, ça veut dire que il y a la première, donc, s'arrête, ensuite vient la deuxième, il avance un petit peu plus, donc vers la gauche, la troisième un petit peu plus vers la gauche, quatrième, cinquième, ainsi de suite. Donc, ça veut dire, on déduit que euh, le mouvement ou bien le bloc manquant se déplace donc vers la gauche. Donc, c'est la même chose donc, pour les deux groupes donc, de fibres de calcite. Donc, il y a un groupe qui est à droite, il y a un groupe qui est au milieu. Mais, donc, c'est de la même manière. Donc, on observe que il y a la cristallisation donc, des premiers fibres donc, de calcite. Ensuite, donc, il y a deuxième cristallisation des fibres donc qui est un petit peu avancée, le troisième un petit peu avancé donc vers la gauche. Donc ça veut dire que le bloc manquant se déplace donc vers la gauche. Et donc c'est le bloc manquant se déplace vers la gauche, donc ça veut dire qu'il s'agit donc d'un décrochement qui est sénestre. Donc un décrochement qui est sénestre. Donc, ça veut dire que il y a donc deux tectoglyphes. Il y a les fibres de calcite associées avec les stylulites. Avec les stylulites, donc on a déterminé la direction des mouvements. Donc, la direction des mouvements, s'effectue dans un plan qui est horizontal parce que les stylulites, ils sont donc allongés donc horizontalement. Donc, ça veut dire qu'il s'agit d'un décrochement, donc soit sénestre ou bien dextre. Et à partir des fibres de calcite, donc on a regardé que la cristallisation, donc il est successive, donc il y a la première fibre, donc ensuite il y a la deuxième qui est un petit peu avancée, la troisième un petit peu avancée par rapport à la deuxième, et ainsi de suite. Donc ça montre que la cristallisation, donc le mouvement, donc s'effectue donc vers la gauche. Donc ça veut dire qu'il s'agit donc, le bloc manquant se déplace vers la gauche, donc ça veut dire qu'il s'agit d'un décrochement qui est sénestre. Donc voilà, donc on a regardé, si on peut récapituler, donc on a vu les fibres ou bien les stries de cristallisation et les stries de friction plus les cannulures plus les stylolytiques. Donc, ces tectoglyphes permettent de déterminer la direction des mouvements et on a vu que les stries en creux, les gradins d'arrachement, les fibres de calcite, donc permettent donc de déterminer donc le sens du mouvement. Donc c'est pour cela, j'ai dit au début du cours qu'il y a donc, on peut diviser donc les tectoglyphes en deux types. Un type avec lequel on détermine la direction du mouvement et un type avec lequel on détermine donc le sens des mouvements. Voilà donc ça c'est un exemple. Donc c'est une photographie de terrain donc qui montre un miroir de faille. Donc, sur ce miroir de faille, donc, qu'est-ce qu'on observe comme microstructure ou bien comme tectoglyphe? Donc, donc voilà, donc c'est à vous de répondre. Donc, quels sont les tectoglyphes qu'on observe donc sur ce miroir de faille? Donc, نتسنى la réponse ديالكم. ما طلعش لا فوتو ما طلعش. ما طلعش كاين ديكالاج مسيو. ياك ما طلعش.
دونك طلعت عندكم ولا مازال؟ لا مازال لا. وهذوك لا، لي ديابوزيتيف الاخرين كانوا كيطلعوا عندكم؟ وي مسيو راه اللي باقي كيطلعوا. كيطلعوا. باقي في لي باقي في هذيك اللي كانت قبل؟ وي مسيو. صافي بانت وصلت عندكم؟ نو مازال. نو مازال. دونك مازال ما وصلتش عندكم؟ لا صافي مسيو. لا دابا مزيان. مزيان دابا؟ وي Ok. Donc وي voilà. مسيو. Ok, très bien. Donc voilà, donc il y a une photographie donc de terrain qui montre un miroir de faille et donc sur donc ce miroir de faille donc il y a des microstructures ou bien ce qu'on a appelé donc des tectoglyphes. Donc je vous demande donc je vous pose la question donc quels sont les tectoglyphes que vous observez donc sur ce miroir de faille? لي غرادان d'arrachement. Donc les gradins d'arrachement, oui, donc très bien. Quoi encore? Les fibres de calcite. Les fibres de calcite, très bien. Et لي ستري دو ok, فريكسيون. les stries de friction, est-ce que il y a donc là, ce sont des stries de friction ou bien des stries de cristallisation? De cristallisation. Donc ce sont des stries de cristallisation, donc qui viennent comme des lignes donc qui sont colorées donc en blanc, donc des lignes blanches. Donc هذوك ça veut dire ce sont des stries de cristallisation, donc ce sont des stries اللي عامرين بلا calcite, donc qui viennent بيضين. Donc ça veut dire il y a les stries de cristallisation, il y a les gradins d'arrachement et il y a aussi donc les fibres de calcite. Et les fibres de calcite, donc il y a deux côtés. Donc on a dit qu'il y a un côté amont et un côté aval. Donc pour les fibres de calcite. Donc où se trouve donc le côté aval et le côté amont? Parce qu'on a dit que où la cristallisation il est fibreuse, donc c'est le côté amont, et le côté où la cristallisation il est automorphe, des cristaux, donc ça veut dire que c'est le côté aval. Donc d'après par exemple tout ce vous observez donc sur لو كوتي افال ابوش. côté aval à gauche. Non, le côté aval à droite. À droite. Côté aval à droite parce que c'est à droite et on observe que la cristallisation il est automorphe, mais à gauche donc la cristallisation il est fibreuse. Donc c'est la même chose. Donc pour les gradins d'arrachement, où se trouve le côté amont et le côté aval?
Regardez par exemple un gradin d'arrachement et déterminez donc le côté aval et le côté amont. Donc ça veut dire il y a la position à droite, la position à gauche. Par exemple, à gauche, est-ce que il y a le côté amont ou bien le côté aval donc d'un gradin d'arrachement? Un côté d'amont. Donc à gauche, c'est le côté amont. Pourquoi? Parce que le pondage, il est presque nul. Et côté aval qui est à droite, donc le pondage, il est à peu près de 90. Très bien. Donc la première des choses, donc on peut déterminer donc la direction du mouvement et comment on peut déterminer le sens du mouvement. Donc la direction du mouvement, comment il est la direction du mouvement? Non, horizontal. Oui, donc la direction du mouvement s'effectue dans un plan horizontal. Pourquoi? Parce que les traits ils sont donc horizontales. Et donc si les traits ils sont horizontales, donc le pitch est égal à combien? Le pitch est nul. Le pitch Zéro. est égal à 0. Donc si le Zéro. pitch est égal à 0, donc ça veut dire que donc il s'agit donc soit d'un décrochement, donc soit sénestre ou bien dextre. Dextre ou bien sénestre. Et tant qu'on a les fibres de calcite et les gradins d'arrachement, donc on peut trancher. Donc ça veut dire que le bloc manquant se déplace vers quel côté? Vers la droite ou bien vers la gauche? Vers la droite, décrochement dextre. Donc voilà, donc il s'agit d'un décrochement dextre. Donc très bien. Donc on va regarder un deuxième exemple. Donc là, par exemple, donc toujours, donc c'est un miroir de faille. Donc les microstructures qu'on observe, donc c'est toujours, voilà. Donc qu'est-ce que vous observez comme microstructure ou bien comme pictoglyphe? مازال بانت نفس التصويرة. مازال ما وصلتش عندكم؟ صافي اوكي. هي هي. ها هي طلعت أستاذ. يلا قولوا لي اللي تكتيف اللي كتشوفوا. Monsieur, distrait vertical, distrait vertical. Les traits ils sont verticaux. Donc ça veut dire que la direction du mouvement Vertical. dans un plan s'effectue dans un plan qui est vertical. Donc ça veut dire s'il s'effectue dans un plan vertical, donc ça veut dire que les traits sont verticaux, donc ça veut dire que le pitch, oui, le pitch 90. 90. Donc Soit si c'est 80. le pitch est égal à 90, donc ça veut dire qu'il s'agit soit d'une faille normale ou bien d'une faille Normal ou inverse. Non, mais انتم غاديين غير étape par étape. Donc ça veut dire لقيت بأنه le pitch est égal à 90, donc ça veut dire j'ai deux cas. Donc soit il s'agit d'une faille normale ou bien d'une faille inverse. Donc on a dit que il faut que je cherche un deuxième critère pour trancher. Le deuxième critère اللي عندكم في هذا الميروار de faille شنو هو؟ Les gradins d'arrachement. le Les gradin gradins d'arrachement. d'arrachement. Voilà. Les gradins d'arrachement. Donc من les gradins d'arrachement, on a le bloc manquant. Est-ce qu'il se déplace du haut vers le bas ou bien du bas vers le haut? Donc, d'après vous, le bloc manquant se déplace vers quel sens? De haut vers le bas. Du haut vers le bas. Donc, On va vers le haut. il se déplace du haut vers le bas. Donc, dans ce cas-là, il s'agit de quel type de faille? Faille normale. Normal. Voilà, très bien. Donc, il s'agit d'une faille normale. Ensuite, donc, troisième exemple. Donc, toujours un miroir de faille. Je ne sais pas, وقيلا ما خرجتش عندكم diapositive. خرجت عندكم? Oui, Oui, monsieur. monsieur. Alors, Expliquez. donc toujours la même question. Donc, je n'ai les pictoglyphes qu'on observe donc sur ce miroir de faille. Les gradins d'arrachement. gradin d'arrachement. Les gradins d'arrachement et L'istrie. hein, Très incliné. L'istrie. Distrait les incliné. traits. Voilà, les traits, ils sont inclinés. Très bien. Donc, ça veut dire que le mouvement s'effectue dans un plan qui est incliné ou bien oblique.
Donc, ça veut dire qu'il s'agit donc soit d'une faille normale ou bien d'une faille inverse. Ou on dit les gradins d'arrachement. Les gradins d'arrachement, donc, qu'est-ce qu'ils disent, les gradins d'arrachement? Le bloquement qu'on se déplace donc vers quel côté? De haut vers le Vers le bas. Donc, des hauts vers le bas. Donc, ça veut dire qu'il s'agit. Donc, Faille le normale. toit descend par rapport au mur. Donc, ça veut dire qu'il s'agit donc d'une faille normale. Très bien. Ensuite, le quatrième exemple. Donc, j'ai toujours un miroir de faille. Donc, toujours la question, donc, les technoglyphes que vous observez donc sur ce miroir de faille. Qu'est-ce que vous observez donc sur ce miroir de faille? خرجت عندكم diapositive. Pas encore. وصلت ولا مازال؟ Oui, monsieur. Asla. Oui, monsieur. فوالا دونك خرجوا ثاني لي تيكتوغليف باش نعرفوا quel type de faille. Donc les gradins d'arrachement, oui, les stries. Les traits. les Stries de friction. les stries, Chiffre de calcite. واش les stries de friction ou bien les stries de cristallisation. De friction. شوفوا les stries كيفاش كيبانوا لكم. Cristallisation, monsieur. La cristallisation, Voilà, donc ce sont des stries de cristallisation. وعندكم les gradins d'arrachement. Donc très bien. Donc ça veut dire les stries غادي نجبدوا منهم la direction du mouvement. Donc ça veut dire que le mouvement s'effectue dans un plan incliné ou bien oblique. Donc ça veut dire que la faille غادي يكون inverse ou la normale. عاوتاني لا عبرت بأنه si je mesure donc le pitch, donc ça veut dire l'angle qui fait une strie avec l'horizontale, donc je vais trouver donc une valeur entre 80 et 90, donc ça veut dire que la faille, il s'agit d'une faille normale ou bien une faille inverse. On dit les gradins d'arrachement. Donc les gradins d'arrachement montrent que le bloc manquant se déplace vers quel côté? Le bloc manquant. Donc le bloc manquant se déplace des bas donc vers le haut. Donc si le bloc manquant se déplace des bas vers le haut, donc il s'agit de quel type de faille? Faille inverse. Voilà, donc très bien. Donc il s'agit donc d'une faille inverse. Donc très bien. Voilà. Donc le dernier exemple. Donc je ne sais pas est-ce que la diapositive il est arrivé ou pas encore. وصلت عندكم diapositive? Pas encore, monsieur. Pas encore. Pas encore. Ok. Donc اللي توصل عندكم قولوا لي. monsieur. Ok. Très bien. Donc voilà donc les technoglyphes que vous observez donc sur ce miroir de faille.
Les fibres de calcite. Les fibres de calcite, donc très bien. Les Quoi granites. encore? Les Les gradins gradins, d'arrosage. Les les gradins gradins, d'arrachement. les gradins d'arrachement, Les traits. et C'est les traits, incliné. et les traits inclinés. Donc très bien. Donc les traits inclinés, donc ça veut dire que le mouvement s'effectue dans un plan qui est incliné ou bien oblique. Vous avez donc les gradins d'arrachement et les fibres de calcite. Donc, à partir donc des fibres de calcite et des gradins d'arrachement, donc ça veut dire que c'est le côté amont, donc il est en bas, et le côté aval, donc il est en haut. Donc pour les fibres de calcite et pour les gradins d'arrachement. Donc ça veut dire que le bloc manquant se déplace donc des bas vers le haut. Donc le bloc manquant se déplace des bas donc vers le haut. Et le pitch, regardez par exemple les stries. Donc si on mesure le pitch, donc ça veut dire l'angle qui fait une strie avec l'horizontale. Donc là, il est tracé avec l'horizontale avec un trait rouge et le pitch. Donc ça veut dire que le pitch, donc il est dans l'intervalle de 60 et 80. Donc le pitch, il est de égal 76 ou bien 68 degrés. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, donc il y a une combinaison donc de deux accidents. Donc ça veut dire il y a une composante majeure et une composante mineure. Donc la composante majeure, on a dit que il est matérialisé par la faille, donc soit normale ou bien inverse, tant que à partir donc des gradins d'arrachement et des fibres de calcite, donc le bloc manquant se déplace vers le haut. Donc ça veut dire donc il s'agit bien donc d'une faille inverse. Donc ça c'est la composante majeure. Et la composante mineure dextre ou bien sinistre parce que le pitch il est dans l'intervalle de 60 et 80. Donc dans ce cas-là, le bloc manquant se déplace vers le haut, donc ça veut dire la demi-flèche des blocs manquants il est vers le haut et la demi-flèche des blocs qui est en place donc vers le bas. Donc ça veut dire un jeu qui est comment le jeu? Est-ce qu'il est dextre ou bien sinistre? Dextre. Eh bien, donc, non, ce n'est pas dextre. Le bloc manquant, le jeu des blocs manquants, voilà. Donc, le jeu des blocs manquants vers le haut. Donc, ça veut dire que je vais mettre une demi-flèche vers le haut. Et le bloc qui est en place, donc, vers le bas. Donc, ça veut dire une demi-flèche vers le bas. Donc, ça veut dire que la rotation, il est vers la gauche. Donc, ça veut dire il s'agit d'une faille inverse sinistre. Donc, il s'agit d'une faille inverse sinistre. Donc, ça veut dire, je répète encore une fois, il faut faire toujours attention au pitch. Donc, par exemple, il y a certains étudiants donc, parmi vous qui vont dire que, voilà, à partir de l'observation des gradins d'arrachement avec les fibres de calcite, le bloc manquant se déplace donc vers le haut, donc il s'agit d'une faille inverse. Mais on ne veut pas faire attention donc au pitch. Donc toujours il faut faire attention au pitch. Donc ça veut dire la faille il est normale ou bien inverse. Donc c'est dans le cas où le pitch il est compris entre 80 et 90. Mais il faut faire attention donc à l'intervalle de 60 à 80. Donc de 60 à 80, donc là il y a une combinaison donc de deux accidents. Donc ça veut dire soit la faille elle est normale dextre ou bien sinistre, ou bien inverse dextre ou bien sinistre. Alors donc voilà donc maintenant on passe donc aux fentes de tension. Donc les fentes de tension aussi donc ce sont des microstructures donc qu'on trouve donc sur les miroirs de faille. Donc, les fentes de tension sont en général de petites veines, donc quelques dizaines de centimètres, et
Donc je répète, donc ce qu'il y a une personne qui vient de rejoindre donc le groupe. Donc les fentes de tension sont en général de petites veines, quelques dizaines de centimètres. Donc ça c'est l'échelle d'observation et peut atteindre donc quelques décimètres. Donc ce sont des fractures plus ou moins ouvertes, remplies de minéraux, calcite ou quartz, montrant parfois une structure en fibres perpendiculaires ou légèrement obliques aux épontes. Donc, ils sont généralement orientés perpendiculairement à la contrainte sigma 3 et parallèles à la contrainte sigma 1. Donc, voilà, donc, quand vous observez donc, sur le schéma qui est à droite, donc, il y a une ouverture donc, dans une roche, une ouverture donc, remplie donc, des minéraux, souvent le quartz et la calcite. Donc, c'est pour cela, donc, toujours vous observez donc, sur le terrain, les fentes de tension, donc, ils sont toujours un couleur blanc. Donc, ça, c'est il est dit donc, à la cristallisation des quartz et de la calcite. Donc, voilà, l'utilité tectonique, c'est que la fente de tension, toujours la contrainte maximale ou bien majeure, elle est parallèle avec la fente de tension et la contrainte minimale sigma 3, elle est perpendiculaire à la fente de tension. Donc voilà, donc là, sur le schéma qui est à gauche, donc il y a le détail d'une fente de tension. Donc une fente de tension, donc il a deux hypanthes. Donc les hypanthes, donc ce sont les bordures donc de la fente. Et il y a une ouverture donc delta L, donc ça veut dire c'est le diamètre donc de l'ouverture. Donc on a dit que il est de quelques centimètres peut atteindre quelques décimètres. Et il y a donc une cristallisation minérale fibreuse. Donc la cristallisation minérale fibreuse, donc ce sont les tris. Les tris donc qui sont perpendiculaires, on a dit qu'ils sont perpendiculaires ou bien légèrement obliques, donc sur les épentes, donc ce qu'on appelle les cristallisations minérales fibreuses. Et bien sûr, donc cette cristallisation fibreuse, minérale fibreuse, donc c'est une cristallisation soit de la calcite ou bien des quartz. Et donc, une autre information que la cristallisation minérale fibreuse, donc ça veut dire que les minéraux de calcite qui est représenté par les minéraux de calcite et du quartz, donc cette cristallisation fibreuse, il est toujours parallèle avec l'axe de déformation X. Donc ça veut dire que l'ouverture donc d'une fente, en fonction de des minéraux de cristallisation, on peut déterminer donc l'axe de déformation X aussi. Donc toujours l'axe de déformation X, il est parallèle avec les minéraux de cristallisation donc à l'intérieur d'une fente. Donc voilà, donc voilà, donc ça c'est la forme géométrique donc d'une fente de tension. Donc c'est une ouverture dans une roche d'échelle centimétrique à décimétrique. Donc ils ont une fente de tension et là des épentes. Donc ça veut dire ce sont les extrémités ou bien les bordures de la fente et cette fente donc il est rempli par une cristallisation fibreuse des minéraux de quartz et de calcite. Et bien sûr, donc l'utilité tectonique que sigma 1 il est parallèle avec la fente, sigma 3 perpendiculaire et les fibres de calcite ou bien de quartz, donc ils sont parallèles avec l'axe de déformation X. Alors, donc les fentes de tension, donc maintenant les formes qu'on trouve donc des fentes de tension, donc ils sont soit rectilignes, longues et minces. Donc comme vous observez donc sur le schéma qui est à droite, donc le schéma qui est à droite, donc
le premier schéma qui est à gauche. Donc, il y a donc deux fentes de tension. Donc, ils sont rectilignes, longues, immenses. Donc, soit disposés en échelon. Donc, dans ce cas-là, les fentes sont parallèles entre elles et régulièrement espacées et alignées dans une même direction. Donc, ce dernier système est équivalent à une faille au décrochement potentiel. Donc, ils ont souvent une forme sigmoïdale. Donc là, donc, il y a plusieurs informations donc, sur ces phrases. Donc, la première information, on a dit, c'est la forme géométrique. Donc, les fentes de tension, ils sont donc soit rectilignes, longues, immenses. Donc, soit il y a une association donc d'un système de fentes de tension donc à partir de deux fentes. Donc, dans ce cas-là, on parle donc sur des fentes de tension en échelon. Donc, les caractéristiques des fentes de tension en échelon, donc ils ont trois caractéristiques. Donc, ils sont parallèles entre elles, la première. La deuxième, ils sont régulièrement espacés. Donc, ça veut dire que l'espace entre une fente et une autre, donc c'est constante. Donc, ça veut dire le même espace. Donc, si par exemple j'ai un système de fentes de tension en échelon constitué par exemple par quatre fentes, donc ça veut dire que l'espace entre ces quatre fentes, donc il est constante. Donc, entre la première et la deuxième, donc c'est la même distance qui existe entre la deuxième et la troisième. Et c'est la même distance qui existe entre la troisième et la quatrième. Donc, ça veut dire que, et donc c'est ça la signification de régulièrement espacé et alignés dans la même direction. Donc, tant qu'ils sont parallèles, automatiquement, ils ont donc la même direction. Donc, ils ont donc la même direction. Voilà, donc c'est ça, les caractéristiques donc, des fentes de tension en échelon. Et bien sûr, donc quand on a un système de fentes de tension en échelon, exactement, donc on trouve donc ce système donc sur les plans de faille. Donc ça veut dire, voilà, donc c'est un plan de faille où on trouve donc un système de fentes de tension. Comme je vous ai dit la dernière fois, un plan de faille, donc on peut trouver donc un système de fentes de tension en échelon. Donc sur un plan de faille normal, comme on peut y trouver donc sur un plan de faille inverse et un plan de faille décrochante ou bien décrochement. Donc c'est pour cela, donc les trois fentes de tension, les fentes de tension se forment par trois régimes tectoniques. Donc se forment par un régime extensif, un régime compressif et un régime décrochant ou bien coulissant. Donc, parfois, les fentes de tension, ils ont une forme sigmoïdale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une forme sigmoïdale? Donc, ça veut dire, une forme sigmoïdale, ça veut dire que les fentes de tension, ils ont donc soit une forme de S ou bien une forme de Z. Donc, c'est ça la forme sigmoïdale. Donc, regardez par exemple, donc, le schéma, par exemple, qui est à gauche. Donc, on commence par A. Donc, A, donc j'ai un système de fentes de tension en échelon, donc qui est constitué par 5 fentes de tension. Donc, normalement, ils ont la même direction. Et regardez l'espace entre les fentes, il est régulièrement espacé. Donc, comme je vous ai dit, donc l'espace entre la première et la deuxième est la même entre la deuxième et la troisième et ainsi de suite. Et bien sûr, donc en fonction de l'ouverture donc de ces fentes, on peut déterminer donc le mouvement donc des deux blocs. Donc voilà. Donc là, regardez par exemple la fente, elle est un petit peu inclinée vers la gauche.
Donc, c'est pour cela, donc, le bloc qui est en haut, donc, se déplace vers la droite, et le bloc qui est en bas, donc, se déplace vers la gauche. Et on a dit que toujours, sigma 1, il est parallèle avec la fente de tension, et sigma 3, il est perpendiculaire. Donc voilà, regardez, donc sigma 1, il est presque vertical, et sigma 3, donc il est horizontal. Donc dans ce cas-là, il s'agit donc de quel régime? Est-ce qu'il s'agit d'un régime donc, qui est extensif, ou bien compressif, ou bien décrochant? Extensive. Voilà, donc il s'agit donc d'un régime extensif, parce que ça veut dire que ce système de fond de tension en échelon donc, se trouve dans un plan de Faille faille normale. normal. Plan de Très faille bien. normale. Voilà, donc c'est un plan de faille normal. Donc on dit que, voilà, donc il y a un régime extensif. Donc comme on peut les trouver aussi dans un régime compressif. Donc ça veut dire, on trouve donc une répartition géométrique des fonds de tension. Et à partir donc des fonds de tension, donc on détermine sigma 1 et sigma 3 et on trouve que sigma 3 il est vertical et sigma 1 il est horizontal. Et dans ce cas-là, donc on dit que c'est un miroir ou bien un plan de faille inverse, donc ça veut dire un régime compressif. Par exemple, le l'exemple qui est 12e schéma. 12e schéma, donc le premier schéma. Donc ça veut dire qu'il est à gauche. Donc il y a deux fentes de tension qui sont minces, en échelon, minces. Voilà. Regardez par exemple les fentes, ils sont inclinés vers la droite. Donc ça veut dire que le mouvement donc des blocs qui est en haut donc vers la droite et le mouvement qui est à gauche qui est en bas donc vers la droite et le bloc qui est en haut donc vers la gauche et en bas donc vers la droite. Et maintenant, comment il est sigma 1? Donc sigma 1, on a dit que sigma 1 il est parallèle avec la fente. Donc ça veut dire sigma 1 il est un petit peu incliné. Et donc, sigma 3, il est un petit peu perpendiculaire avec sigma 1. Et donc, dans ce cas-là, donc sigma 2, ça doit être donc vertical. Donc, ça veut dire que ce système de fente de tension donc, se trouve, donc c'est un plan de faille. Comment il est la faille? Décrochant. Décrochant. Voilà, donc une faille décrochante donc, implique un régime décrochant ou bien coulissant. Très bien. Donc, essayez maintenant de dessiner donc la disposition des fentes de. Imaginez donc les fentes de tension donc sur un plan de faille inverse. Ça veut dire, imaginez donc un plan de faille et dessinez donc les fentes de tension en échelon, donc pour un régime qui est compressif. Donc maintenant, on va discuter un petit peu la forme sigmoïdale, parce qu'on a dit que la forme sigmoïdale, donc soit les fentes de tension, ils font une forme de S, ou bien une forme de Z. Par exemple, donc s'ils ont une forme en S, donc c'est sénestre. Donc ça veut dire que le mouvement, il est sénestre. Et si les fentes de tension, ils font une forme de Z, donc ça veut dire que le mouvement, il est dextre. Par exemple, donc, je reviens donc à la figure qui est à gauche. Donc, on a parlé donc sur A, donc sur P. Donc sur P, les fentes de tension, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, est-ce qu'ils ont fait une forme en S ou bien en Z? En S.
S. En S. S. شوفوا مزيان واش S ولا Z. En Z. En Z, ce n'est pas en S. Donc, très bien. Donc, c'est en S. En Z. Là, بغيتو تشوفوا S. S هو la figure qui est à droite P. Donc, هذيك S. بانت ليكم في la figure. Oui, monsieur. Oui, la figure qui est à droite هذيك P راها donc les fonds de tension تما داروا S. Donc, très bien. Donc, ça veut dire à partir, donc regardez, donc ça veut dire que, donc toujours on a dit que, donc c'est comme l'écran de faille, on a dit que toujours la torsion, bien la courbure, il est dans le sens inverse des mouvements. Donc je reviens donc à la figure qui est à gauche, P, regardez par exemple en haut, donc la courbure, donc la courbure, il est vers la gauche. Donc ça veut dire que le mouvement il est vers la droite. Et en bas, donc la courbure, donc il est vers la droite, donc le mouvement il est vers la gauche. Donc ça veut dire que voilà, donc comme ça, donc à partir donc de la forme sigmoïdale donc des fonds de tension, on peut déterminer donc facilement donc le jeu donc des deux blocs donc de la faille. Donc soit si j'arrive pas à déduire ou bien d'observer ce qu'il s'agit donc d'une forme en S ou bien en Z. Donc en fonction donc de la torsion, donc je détermine donc le jeu. Donc toujours la torsion s'effectue dans le sens ou bien le mouvement s'effectue dans le sens inverse donc de la torsion. Donc voilà. Donc maintenant donc une fois j'observe donc des fonds de tension sigmoïdales. Donc, je termine donc facilement donc le jeu donc de deux blocs de la faille. Donc, soit en fonction les fonds de tension ils font une forme donc soit en S donc dans ce cas-là donc il y a un jeu qui est sinistre ou bien en Z il y a un jeu qui est dextre ou sinon je termine donc le jeu en fonction donc de la torsion donc de l'extrémité donc des fonds de tension. Maintenant donc on va expliquer donc la forme sigmoïdale. Donc d'où vient-il donc cette forme? Donc pourquoi les fonds de tension ils ont une forme sigmoïdale? Alors la forme sigmoïdale donc il a deux explications. Donc la première explication donc cette forme donc il est dû donc à une rotation externe. Une rotation externe donc qui conduit donc à cette torsion ou bien cette forme sigmoïdale des fonds de tension. Donc regardez par exemple la rotation donc sur le schéma sur la figure qui est à gauche, donc le schéma C. Donc voilà, il y a une fente de tension, donc il est tranquille, donc il est dans un plan de faille, donc c'est un jeu qui est sénestre. Et ensuite, regardez, il y a donc des flèches. Donc, ça veut dire que la rotation externe, donc, il a conduit donc à la rotation de la fente. Donc, ça veut dire la fente, il a subi une rotation externe. Mais, regardez les extrémités de la fente. Les extrémités, ils ont continué à se propager. Mais, donc, toujours, donc, j'ai pas dit ça, mais j'ai signalé ça donc sur le système de Riedel, donc la fente de tension, il fait toujours un angle de 45 avec la faille majeure. Donc ça c'est très important. Donc on voit que la partie qui est colorée en vert, donc c'est la fente de tension, il a commencé à subir une rotation externe. Mais les extrémités qui sont colorées en jaune, ils ont continué à se propager donc vers la zone de cisaillement en faisant un angle de 45 avec la faille majeure qui est le décrochement sénestre. Et au fur et à mesure, donc regardez par exemple le
troisième, donc il y a donc trois étapes. La première étape, deuxième, la troisième étape. Donc on voit très bien que au fur et à mesure, donc la fente est là, suivi, donc il est devenu donc sigmoïdal donc à leurs extrémités. Donc cette rotation, cette sigmoïdalité ou bien cette forme sigmoïdale ou bien courbe donc de la fente, donc il a dit à la rotation externe donc de la fente, donc ça veut dire la partie qui est colorée en vert, mais les extrémités qui sont colorées en jaune, les extrémités de la fente, donc ils continuent à se propager donc vers la zone de cisaillement, donc ça veut dire la faille majeure, en faisant un angle de 45. Donc ça c'est la première explication donc de la forme sigmoïdale. La deuxième explication, donc, c'est une rotation cisaillante hétérogène. Donc, ça veut dire une déformation cisaillante hétérogène. Donc, ça veut dire que hétérogène, donc ça veut dire que la fente il n'est pas déformée donc de la même intensité. Donc, ça veut dire que la déformation, donc, il est intense ou bien forte, donc, au milieu, mais donc il est faible donc aux extrémités. Donc c'est pour cela, bien sûr, donc la déformation intense donc au milieu, et donc il va déformer donc la fente et la fente donc prend une forme donc sigmoïdale. Donc ça veut dire il y a deux explications donc de la forme sigmoïdale donc de la fente de tension. Donc soit la fente cette forme sigmoïdale, donc, il est dû à une rotation externe donc, de la fente de tension, alors que les extrémités donc, continuent à se propager donc, vers la zone de cisaillement en faisant un angle de 45. Donc, soit cette forme sigmoïdale, donc, il est dû à une déformation cisaillante hétérogène. Donc, il est forte au milieu et faible donc aux extrémités. Donc voilà, donc ce sont les deux raisons donc ou bien les deux causes donc qui ont conduit donc à une forme sigmoïdale donc des fentes de tension. Et donc si je reviens à la figure qui est à droite, la figure A, donc la figure A, donc il n'est pas donc il est faux. Donc c'est, vous suivez donc très bien tout ce que on a. Donc la figure, donc il est faux. Donc regardez la torsion. La torsion donc des fentes de tension. Donc par exemple, donc en haut, la torsion, donc il est vers la gauche. Et en bas, la torsion, il est vers la droite. Et regardez-moi comment j'ai mis donc les demi-flèches, donc du jeu. Donc ça veut dire que le jeu il est faux. Donc ça veut dire dans ce cas-là, il s'agit donc d'un décrochement donc qui est dextre, mais non pas sinistre. Donc هذيك خاطئة هذيك الأ. Donc là فهمتوا مزيان داك الشيء اللي قلت لكم راه غادي تبان لكم بأنه هذيك راه خاطئة. En plus اشنو دايره ليا لا فونت دايره ليا donc une forme de Z ماشي S, une forme de Z, ولا كان دايره ليا une forme de Z, donc ça veut dire راه le jeu est un jeu dextre et non pas sinistre. donc هذيك صحوا donc ما صالحاش. Donc ensuite alors, donc toujours concernant les fentes de tension, donc il n'est pas rare que des fentes de tension soient à leur tour déformées par le mouvement relatif donc des lèvres de faille. Donc on peut même parfois avoir une nouvelle génération de fentes les recoupant. Donc fentes de tension en échelon conjugué. Donc voilà donc
là, on va parler donc sur un autre système de fonte de tension. Donc, c'est un système de fonte de tension en échelon conjugué. Donc, c'est comme les failles normales, les failles inverses et les décrochements. Donc, on a dit qu'il y a des failles normales conjuguées, il y a des failles inverses conjuguées, il y a des décrochements conjugués. Donc, c'est la même chose. Donc, on peut parler aussi donc, sur un système de fonte de tension en échelon conjugué. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, j'ai deux plans de failles. Donc, ça veut dire que j'ai des failles conjuguées. Parce qu'on a dit que chaque système de fonte de tension en échelon se trouve donc sur un plan de faille. Voilà donc le schéma qui est à droite. Donc c'est un système de fonte de tension en échelon conjugué. Donc, ça veut dire que j'ai deux plans de faille. Donc on a dit que les failles conjuguées se résultent de l'action de la même contrainte. Donc, ce n'est pas que chaque faille il est liée à une contrainte. Donc, ça veut dire que c'est la même contrainte. Il donne donc les failles conjuguées. Donc, ça veut dire que c'est la même contrainte qui a donné donc un système de fonte de tension conjuguée. Donc, dans ce cas-là, on peut déterminer donc la contrainte sigma 1 comme la résultante. Donc, si vous regardez bien, donc vous observez que la contrainte sigma 1, donc il est parallèle donc, aux fentes donc, des deux plans. Donc, ça veut dire sigma 1, il est parallèle donc, à les fentes donc, de la première, des premiers plans de faille et sur donc, les fentes donc, des deuxièmes plans. Ou bien, autrement dit, donc ça veut dire sigma 1, donc c'est la résultante. Donc il faut donc tracer. Mais on observe très bien que les fentes donc des deux plans de faille, ils sont parallèles. Donc ça veut dire que les fentes donc des plans de la faille in, ils sont parallèles avec les fentes donc des plans de la faille 2. Donc, sigma 1, on a dit que toujours sigma 1, il est parallèle avec la fente. Donc, dans ce cas-là, on observe que sigma 1, il est parallèle aux fentes donc, du plan de la faille in et les fentes des plans de la faille 2. Et bien sûr, donc, sigma 3, donc, il est perpendiculaire. Et bien sûr, donc, le jeu, donc, tant que il y a, donc, ce sont des failles conjuguées, donc, ça veut dire que un faille, il a un jeu d'ex et l'autre, il a un jeu sénesque. Donc, c'est toujours. Donc, si un faille, il a un jeu d'ex, l'autre, obligatoirement, il y aura donc un jeu sénesque. Et ensuite, donc, on détermine le jeu en fonction de la disposition géométrique des fentes. Donc, comme je vous ai dit la dernière fois, donc, il faut prendre une feuille, tracer des fentes, il faut les creuser avec un stylo pour jusqu'à qu'il s'ouvre. Et ensuite, il faut jouer avec donc un jeu d'extre ou bien sénestre et vous trouvez donc vers quel sens les fentes s'ouvrent. Donc, ils vont s'ouvrir dans le sens d'un jeu, par exemple, d'extre, mais dans l'autre jeu sénestre, ils vont subir donc un plissement. Et donc là, par exemple, moi, donc, tant que j'observe donc la fente, je termine donc le jeu donc facilement. Donc parce que, par exemple, donc ça c'est un trick, mais ce n'est pas cohérent. Donc il faut faire attention. Lorsque la fente il est inclinée, par exemple, vers la droite, donc le jeu il signifie que le jeu il est vers la gauche et vice versa. Donc voilà, donc comme ça, on a déterminé donc un jeu qui est dextre et un jeu qui est sinistre, donc de deux plans de faille. Et donc j'ai à peu près donc sigma 1. Donc ça se ressemble un petit peu donc à le cas donc d'une faille inverse. Donc à peu près donc sigma 1 il est horizontal et sigma 3 il est vertical. Donc voilà, donc c'est
Il s'agit donc des failles inverses conjuguées. Dans le schéma qui est à gauche, donc c'est le même schéma, sauf que les fentes de tension, donc ils ont une forme donc sigmoïdale. Et donc, bien sûr, donc sur un plan de faille, on voit très bien qu'il y a une forme en S, donc ça veut dire automatiquement, donc ça implique que le jeu il est sinistre. Et sur l'autre plan, donc les fentes, ils font une forme donc en Z. Et donc, ça veut dire que il s'agit donc d'un jeu qui est dextre. Donc, soit on détermine le jeu en fonction, dans le cas des fentes de tension sigmoïdale, donc soit je regarde est-ce qu'il y a une forme en S, donc ça veut dire sinistre, ou bien en Z dextre, ou bien j'applique la relation que la courbure se fictive dans le sens, ou bien le jeu se fictive dans le sens contraire donc de la torsion. Donc, si la torsion il est vers la droite, le jeu il est vers la gauche. Et si la torsion il est vers la gauche, donc le jeu il est vers la droite. Donc ensuite, donc les stylolites, donc on termine donc le cours avec les stylolites parce qu'on a dit que toujours concernant les microstructures qu'on trouve donc sur les miroirs de faille, donc il y a les stylolites. Donc les stylolites ne sont pas des fractures, donc ils sont traités ici en raison de leur fréquente association avec les fentes de tension. Donc ce sont des surfaces de dissolution, ce ne sont pas des fractures, mais ce sont des surfaces de dissolution. Donc ce sont des surfaces de dissolution donc sous l'effet de la pression très irrégulière, portant des pics et des creux. Donc, on a dit que les joints stylolytiques portent des pics. Les pics, ce sont les enregistrements les plus hauts, et les creux, ce sont les vides. Les vides, donc, sur les joints stylolytiques. Ces surfaces irrégulières sont le résultat de la dissolution sous pression, donc ça veut dire sous l'effet de la pression. Ils sont perpendiculaires à sigma 1 et les pics stylolytiques sont parallèles à la contrainte sigma 1. Donc on a dit que pourquoi on a traité les stylolites? Parce que les stylolites, ils sont toujours ou bien fréquemment associés avec les fentes de tension. On trouve donc souvent donc c'est pour cela, donc sur le système de Riedel, on a observé une fente de tension, et avec la fente de tension, il y avait donc des joints stylolytiques, parce que les joints stylolytiques, ils sont toujours associés avec les fentes de tension. Et donc, ils sont fréquents dans les roches carbonatées, et bien sûr, donc sous l'effet de la pression, donc la roche subit une dissolution, et cette dissolution conduit donc à la formation donc des surfaces irrégulières qui sont les joints stylolytiques. Les joints stylolytiques, ils ont donc se forment des enregistrements. Donc les enregistrements les plus hauts, donc ce sont des pics, et le vide, donc ce sont les creux. Donc voilà, donc l'utilité donc des joints stylolytiques. Donc on a dit que toujours sigma 1, il est perpendiculaire, parallèle plutôt donc au pic stylolytique. Donc ça veut dire si j'ai des pics stylolytiques, donc je termine facilement sigma 1, il est toujours parallèle avec les pics stylolytiques. Et bien sûr, si je termine sigma 1, donc toujours sigma 3, donc il est perpendiculaire à sigma 1, et je termine donc sigma 3. Donc ça c'est d'une part. D'autre part, on a vu que les joints stylolytiques donc déterminent donc la direction du mouvement. Donc, comme on a vu donc sur un plan de faille de décrochement, on a vu que les fibres de calcite associées avec les joints stylolytiques, et on a vu que les joints stylolytiques on détermine donc la direction du mouvement donc des failles avec les joints stylolytiques. Et donc deuxième utilité que
les pics cellulitiques, ils sont parallèles avec la contrainte majeure sigma 1. Donc voilà, donc on termine avec cette photographie donc de terrain. Donc voilà, donc il y a une fente de tension. Bien sûr, donc il y a de joints stylolytiques. Donc il s'agit donc des dicarbonates, c'est une roche carbonatée. Donc voilà, donc les roches carbonatées, donc ils sont sensibles donc à la dissolution, donc sous l'effet de la pression. Donc c'est pour cela on trouve donc les joints stylolytiques dans les roches carbonatées. Donc voilà, donc la fente de tension, donc on voit très bien que la fente de tension, donc il est incliné vers la droite. Donc ça veut dire que le mouvement donc des blocs qui vers le haut, donc vers la gauche, le bloc qui est en bas, donc vers la droite. Donc ça veut dire qu'il s'agit d'un décrochement donc qui est sénestre. Et bien sûr, donc sigma 1, on a dit que sigma 1, donc il est parallèle avec la fente de tension et parallèle avec les joints stylolytiques, et moi, avec le pic des joints stylolytiques. Et moi, j'ai tracé donc le pic des joints stylolytiques donc avec un tri bleu. Donc, ça veut dire que sigma 1, donc toujours parallèle avec la fente de tension et parallèle au pic des joints stylolytiques. Donc, ça veut dire, voilà, j'ai terminé sigma 1 et sigma 3, donc il est perpendiculaire à sigma 1 et perpendiculaire donc à la fente de tension. Donc, il s'agit bien d'un décrochement qui est sénestre. Donc, voilà, donc comme ça, donc on a terminé donc le troisième chapitre. Donc, il nous reste donc un quatrième chapitre concernant donc la déformation continue ou bien la déformation dictile. Et donc, c'est un chapitre qui est un petit peu long. Et voilà, et un cinquième chapitre, donc un petit chapitre donc concernant donc les niveaux structuraux. Donc, voilà, donc ce chapitre donc se forme des rappels parce qu'on a déjà parlé donc sur les niveaux structuraux. Donc c'est quelques rappels, donc ça veut dire c'est une séance d'une heure ou bien une heure et demie, mais le chapitre le plus long donc c'est le quatrième. Et bien sûr donc il nous reste donc les trois séries donc des travaux dirigés. Donc voilà. Donc, on va s'arrêter là. Donc, si vous avez des questions, donc je vous écoute. Et donc, on abordera donc les travaux dirigés donc la semaine prochaine, Inch'Allah.